Bonsoir, soyez les bienvenus au Lexicopoléon. Bonsoir Madame Cleltz Drapeau, bonsoir Yanis. Mille merci pour cette conférence sur Camus. C'est la générale avant celle du Salon du Livre de Thessalonique, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Super. Bon. On fait les répétitions générales. Donc, je te passe le micro, Yanis, pour que tu nous présentes Madame Cleltz Drapeau. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Lexicopoléon. Est-ce que on m'entend? Oui. Oui. J'espère que je ne bouge pas trop le micro parce que ça m'arrive. Alors, je suis très très heureux d'être ici avec Madame Cleltz Drapeau. Lorsque j'ai proposé à l'Institut français d'Athènes cette journée Camus, j'ai tout de suite pensé à Madame Cleltz Drapeau parce que je vous dirai pourquoi. Enfin, je viens de la connaître. Enfin, il y a juste un an, n'est-ce pas? Oui, on était à Minorque dans un colloque très très intéressant et très convivial, un colloque passionnant. Alors je l'ai entendu parler. Alors j'ai tout de suite apprécié ses qualités intellectuelles et humaines. C'est une personne à la fois très compétente, très lettrée, mais aussi une personne très chaleureuse, très courageuse et très généreuse. Alors, je ne pouvais pas ne pas penser à elle, d'autant plus que sa manière d'aborder le sujet est assez insolite, parce que Camus, on le sait bien, il n'était pas aristotélicien, n'est-ce pas? Pas du tout. Je trouve que c'était un point de vue très original, un angle très original. Alors, Madame Cleltz Drapeau est... Oui. Elle est docteur en philosophie grecque de la Sorbonne, Paris 4. Elle enseigne les pratiques universitaires de lecture à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle est professeure également à l'espace éthique, rattaché à l'Université Paris Sud. Et elle enseigne également la philosophie devant un public de médecins. Ses cours portent notamment sur Aristote et Camus, penseurs essentiels pour mener une réflexion de fond sur l'éthique médicale. Dans le cadre des états généraux de la révision de la bioéthique, de la loi de bioéthique, elle est amenée cette année à montrer l'intérêt de la notion aristotélicienne de juste mesure, reprise par Camus dans la pensée de Midi, une pensée indispensable pour guider les réflexions contemporaines sur l'éthique. Alors ce soir, elle nous parlera de la... On a choisi ce titre général, entre mesure et démesure, parce que Madame Cleltz Drapeau,
veut parler aussi de la correspondance de Camus-Cazares, qui a été un événement éditorial en France à la fin de l'année dernière ou au début de cette année. À la fin de l'année dernière. Oui. Et alors, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Je dois dire aussi qu'elle adore notre pays, dont elle est très familière depuis ses études, depuis sa jeunesse, et notamment depuis ses études doctorales avec Pierre Aubin. Avec Pierre Aubin. Pierre Aubin, un maître qu'elle adore et qu'elle considérait comme un maître très important. Et je note aussi qu'à cette occasion, elle a fait un rapide passage en 1980, avant la soutenance de ces deux thèses, en 82 et 88, je crois, oui, à l'école française d'Athènes. Alors, je n'étais pas membre de l'école française d'Athènes, puisque j'étais philosophe, mais j'avais eu la possibilité de travailler un petit peu sur les relations entre la philosophie, l'art grec, l'histoire grecque. Alors on a convenu, c'est elle qui m'a fait que je commence le premier. Moi, ça me gêne un peu. Peut-être à Salonique, on va inverser les rôles. Non, mais je pense que c'est bien de commencer donc, comme ça. Moi, ma communication que je ferai à Salonique... Ah oui, je voudrais aussi indiquer ces livres. Une dette à l'égard de la culture grecque, la juste mesure d'Aristote, c'est dans l'Harmattan, ouverture philosophique, et dans cet ouvrage collectif, ça s'apporte sur Camus, Camus et l'éthique, au classique Garnier, sous la direction d'Ève Morisi. Alors, on se tutoie, n'est-ce pas, je crois. Oui, je crois qu'on peut dire Parce qu'on qu'on se est tutoie depuis. Voilà. C'était sur la mesure aristotélicienne et ses relations possibles avec la mesure camusienne, dont je vais essayer brièvement de vous parler ce soir, après avoir écouté Yanis et réagir aussi à tout ce qu'il va dire. Nous avons à Salonique deux communications de 20 minutes chacune. Je vais essayer d'être un peu plus bref ce soir pour pouvoir laisser la place, le temps au dialogue. Alors je vous lirai quelques passages, enfin les plus significatifs à mon sens, pour que vous en ayez une idée. Alors mon thème, c'est Camus en Grèce, un voyage toujours recommencé. Toute l'existence de Camus... Voilà. Toute l'existence de Camus aurait été marquée par la nostalgie de la Grèce. À 23 ans déjà, dans son travail universitaire, métaphysique chrétienne et néoplatonisme, il montre sa prédilection pour le monde grec. Il dira beaucoup plus tard « Je me sens un cœur grec dans un monde chrétien ». Alors il a toujours le projet de refaire, comme il dit, le périple d'Ulysse. Il est sur le point de partir en fin août 1939. Las, la guerre intervient, le 2 septembre, il avait son billet pour le 2 septembre, il ne peut pas partir. Il aura toujours, plus tard, l'impression d'être toujours empêché d'aller voir les temples grecs, disait-il. À chaque moment, quelque chose intervient et je n'arrive pas, vous verrez qu'il viendra quand même finalement. Mais cette guerre qui éclate, évidemment, elle n'annule pas seulement son voyage, elle efface, comme il le dit, la beauté du jour, le plonge dans l'enfer et l'oblige à se mettre en règle avec la nuit. C'est à partir de cette nuit qu'il entreprendra un autre voyage, cette fois intérieur, intellectuel, spirituel, au cœur du tragique qui gît dans le mythe grec. Ce mythe qui est, confessera-t-il, le monde où je me sens le plus à l'aise. Il souligne à l'aise. Ce monde nourrira désormais son œuvre à venir, dans laquelle il distinguera progressivement de lui-même 3 cycles dont chacun sera lié à un mythe grec précis, ressuscité par lui d'une manière très personnelle. Premier cycle, l'absurde, avec le mythe de Sisyphe qui paraît en 1942, la même année que l'étranger, et qui est manifestement lié au vécu de l'occupation et de la résistance. N'est-ce pas ce vécu qui a appris aux hommes de sa génération qu'étant d'abord, je le cite, innocents sans le savoir, ils sont brusquement devenus coupables sans le vouloir. Expérience absurde s'il en est. Pourtant, l'absurde n'est pour lui qu'une position de départ qu'il se promet de dépasser. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'annonce la dernière phrase du mythe de Sisyphe ? Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et ce sera à la lumière d'un autre mythe grec qu'il tentera d'éclairer la tragédie de son siècle, celui de Prométhée qui ouvre le cycle de la révolte. Dans l'essai « Prométhée aux enfers » de 1946,
Il oppose ce héros à l'humanité d'aujourd'hui qui ne se soucie que de technique, contrairement à lui, qui ne peut séparer, à Prométhée, qui ne peut séparer la machine de l'art et pense qu'on peut libérer en même temps les corps et les âmes. C'est pourquoi, dit-il, si Prométhée revenait, les hommes d'aujourd'hui feraient comme les dieux d'alors. Ils le cloueraient au rocher, au nom même de cet humanisme dont il est le premier symbole. On est déjà dans le climat de l'homme révolté, paru en 1951, qui est une critique virulente du nihilisme du monde contemporain, déchiré une fois de plus, après la guerre, entre deux camps, également dominés par les voies de la force et de la violence. Mais avant même l'homme révolté, Camus pressent que la révolte ne peut être vécue sans aboutir à une expérience de l'amour qui reste à définir. Car, comme il le note encore dans les carnets, la fin du mouvement absurde, révolté, etc., la fin du monde contemporain par conséquent, c'est la compassion au sens premier, c'est-à-dire, pour finir, l'amour et la poésie. Ces phrases annoncent déjà le troisième cycle de son œuvre, celui de la némésis, châtiant l'hubris, c'est-à-dire la démesure qui sera transcendée dans la mesure, la compassion et l'amour. Aussi, la mesure est à ses yeux indissociable de la révolte parce qu'il représente tout le contraire du confort intellectuel, une pure tension, c'est lui qui parle, née de la révolte et ne pouvant se vivre que par la révolte. Un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence, puisque, quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme. Lisons-nous dans L'homme révolté. C'est pourquoi, insiste-t-il, la révolte ne peut se passer d'un étrange amour. Or, qu'est-ce que l'amour, sinon un oui fervent à la vie, qui dans toute l'œuvre camusienne, est inséparable d'un non tout aussi catégorique au désordre établi. Cependant, avant l'essai magistral sur la révolte, Camus publie en 1948, un petit texte magnifique consacré à la Grèce, l'exil d'Hélène. Je cite: « Nous avons exilé la beauté, les Grecs ont pris les armes pour elle. La pensée grecque s'est toujours retranchée sur l'idée de limite. Elle n'a rien poussé à bout, ni le sacré, ni la raison, parce qu'elle n'a rien nié, ni le sacré, ni la raison. Elle a fait la part de tout, équilibrant l'ombre par la lumière. Notre Europe, au contraire, est fille de la démesure. Elle recule dans sa folie les limites éternelles, et à l'instant, d'obscures érinies s'abattent sur elle et la déchirent. Némésis veille, déesse de la mesure, non de la vengeance. Tous ceux qui dépassent la limite sont par elle impitoyablement châtiés. Et de citer un fragment d'Héraclite qui était aussi particulièrement cher à Georges Séphéris, cet autre grand méditerranéen. Le soleil n'outrepassera pas ses bornes, sinon les érinies qui gardent la justice sauront le découvrir. On comprend sa tentation persistante de fuir la société de son temps et ce qu'il appelle la nuit d'Europe. Pourtant, il y résiste de toutes ses forces. Évoquant Saint-Exupéry, qui écrivait avant sa mort « Je hais mon époque », il ajoute aussitôt « Si bouleversant que soit ce cri, venant de lui qui a aimé les hommes dans ce qu'ils ont d'admirable, nous ne le prendrons pas à notre compte. Quelle tentation pourtant, à certaines heures, de se détourner de ce monde morne et décharné. Mais cette époque est la nôtre, et nous ne pouvons pas vivre en nous haïssant. Tout Camus est dans ce refus, obstiné, opposé au penchant nihiliste de son temps, un refus qui est également sa source dans la tragédie grecque. Échille, écrit-il, dans l'Énigme, est souvent désespérant, pourtant il rayonne et réchauffe. Au cœur de son univers, ce n'est pas le maigre non-sens que nous trouvons, mais l'énigme, c'est-à-dire un sens qu'on déchiffre mal parce qu'il éblouit. Enfin, le 26 avril 1955, après une période très éprouvante pour lui, il met pour la première fois les pieds en Grèce. Et dès le premier matin, il a le sentiment étrange, je le cite, d'y être depuis des années, chez lui, sans même être gêné par la différence des langues. Il y restera 20 jours, pendant lesquels il sera fort actif. Conférence à l'Institut français d'Athènes sur l'avenir de la tragédie, dans laquelle il précise sa conception du tragique et de la mesure. Débat avec des intellectuels grecs sur l'avenir de la civilisation européenne. Voyage à Volos,
où 80% des maisons sont détruites ou abattues et toute la ville est sous les tentes après le tremblement de terre de cette année. Il rendra compte de ce drame dans un article de l'Express parisien. Il est aussi préoccupé par la situation politique du pays, constate que la liberté politique y est en réalité absente, songe aux anciens déportés de Macronissos, s'informe au sujet de ceux qui le sont encore ici ou là. Il reste en cela fidèle à lui-même, lui qui avait déjà demandé et obtenu la grâce de jeunes communistes grecs condamnés à mort en 1949. Il tentera encore de le faire, cette fois sans succès, pour Michalis Karaolis, le jeune chypriote condamné à la pendaison par l'occupant colonial britannique de l'île. Et ce sera encore lui qui, en 1959, demandera au Premier ministre grec la libération de Manolis Glezos, dont il ne partageait certainement pas les idées. Mais ce qui le fait littéralement renaître au cours de ce voyage, c'est la lumière sublime qui émane de la nature et de l'art grec dont il perçoit l'unité profonde. Sur l'Acropole, il est fasciné autant par cette lumière qui, je le cite, fouille les yeux, les fait pleurer, entre dans le corps, le vide, l'ouvre, le nettoie, que par l'extraordinaire audace des temples et l'extravagante beauté du lieu. Ce n'est pas, dit-il, le Parthénon que les architectes ont construit, mais l'espace lui-même. Son émotion face à l'harmonie et à la diversité des paysages est telle qu'il va jusqu'à comparer la Grèce à un grand artiste. Tout ce que la Grèce tente en fait de paysage, elle le réussit et le mène à la perfection. Au Cap Sounion, la vue de la mer avec les îles qui dérivent au loin lui offre la plénitude d'un instant parfait, de l'abandon, du tout est bien. Voyageant vers Mycène et Épidore dans une lumière dansante, aérienne, jubilante, dont il se dit ivre, il ressent dans l'antre du cœur une joie énorme, un rire interminable, celui de la connaissance, après lequel tout peut survenir et tout est accepté. Puis, au moment où le soleil se couche sur Mycène, il valait la peine de venir si loin pour recevoir ce grand morceau d'éternité. Après cela, le reste n'a plus d'importance. L'émerveillement ne cessera plus. Naviguant d'île en île, rempli d'un étrange et vaste apaisement, il note « bonheur enfin, bonheur tout près des larmes, car je voudrais retenir contre moi, serrer cette joie inexprimable dont je sais pourtant qu'elle va disparaître. » Ce monde des îles si étroit et si vaste lui paraît être le centre du monde, ce qui lui donne un sentiment de liberté infinie, nullement limité du fait que ce monde a des bornes. Au contraire, pense-t-il, cette liberté exulte dans leur cercle. Vous le voyez, ce voyage n'a pas été seulement pour lui une source de joie ininterrompue, mais une sorte de renaissance grâce à une ouverture inconditionnelle des sens et de l'âme. On est d'abord impressionné par le contact immédiat, charnel, qu'il établit avec le pays et ses hommes. Il éprouve une sympathie spontanée pour son charmant traducteur de 21 ans, d'une fraîcheur adorable. Est touché par la grâce des enfants grecs, assiste à un spectacle de danse populaire, entre un soir dans ce qu'il appelle de façon très amusante un bouzouki, veut dire un café arabetica, où 4 Grecs l'invitent à danser, ce qu'il accepte de bonne grâce. Mais le plus extraordinaire, c'est évidemment cette ivresse des sens qui se mue en profonde expérience spirituelle, comme si la lumière grecque l'invitait à célébrer les noces du corps et de l'esprit. Un véritable nostos à la patrie méditerranéenne chère à son cœur, qui est avant tout un retour à soi. Nous voici en plein centre du cycle de l'amour. Ne disait-il pas déjà dans l'envers et l'endroit qu'il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes? Car Camus, il repart, le cœur serré pour Paris, le 16 mai, et ne connaîtra plus l'éblouissement de ce printemps inoubliable lors de son second et dernier voyage grec en 1958. Il est vrai que son périple à bateau est à plusieurs reprises entravé par des vents violents. Son nostos serait-il une fois de plus empêché, à l'instant de celui d'Ulysse? Car Camus sait bien que l'homme moderne, qui s'est autoproclamé maître et possesseur, que dis-je, exploiteur de la nature, ne peut plus retourner au sens plein du terme en Grèce, laquelle enseignait au contraire aux mortels de respecter l'ordre du cosmos.
Dès sa première visite à l'Acropole, il a été à nouveau tenté par l'idée que la perfection avait été atteinte alors et que depuis le monde n'a cessé de décliner. Sauf qu'il ajoute aussitôt qu'il faut encore et toujours se défendre contre elle. Nous voulons vivre et croire cela, c'est mourir. Cependant, le monde grec le hante toujours. Il se penche souvent à nouveau sur le problème qui l'a préoccupé depuis sa prime jeunesse, le passage de l'hellénisme au christianisme, véritable et seul tournant de l'histoire, note-t-il dans ses carnets en 51, la prééminence étant donnée constamment à l'hellénisme. En 1947, il affirmait que si pour dépasser le nihilisme, il faut revenir au christianisme, on peut bien suivre alors le mouvement et dépasser le christianisme dans l'hellénisme. Et en 1958, avec cette note un peu énigmatique, le monde marche vers le paganisme, mais il rejette encore les valeurs païennes. Il faut les restaurer, paganiser la croyance, gréciser le Christ, et l'équilibre revient. Quoi qu'il en soit, dans ces passages, il est toujours, me semble-t-il, à la recherche de la vie bonne, de l'Efzin des anciens, en posant le problème de l'homme et de ses sociétés au seul niveau susceptible de leur donner un avenir fécond, celui de la civilisation qu'on veut créer, et que l'artiste solitaire doit servir de toutes ses forces, tout en sachant qu'elle ne pourra naître sans le concours de tous. À cet égard, évoquer le voyage grec toujours recommencé de Camus, c'est nous ressourcer dans cette Grèce de toujours, présente dans son absence même, telle une boussole secrète tournée vers un horizon de beauté, de justice et d'une sagesse consciente de nos limites qui pourrait donner un sens à nos vies. C'est cette Grèce-là qu'il a transsubstantiée dans son œuvre, éclairant la tragédie de son siècle par la tragédie antique et ayant l'esprit constamment fixé sur son Ithaque. Je le cite, « Nous choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l'action lucide, la générosité de l'homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste notre premier et dernier amour. » Ce message vaut d'abord pour nous, Grecs d'aujourd'hui, qui ressentons le bonheur et le malheur d'être nés dans ce pays magnifique et tragique, lequel n'a jamais su, au fond, s'adapter au temps moderne. Par sa vision sublimée, mais tellement pénétrante de notre pays, Camus nous invite à prendre une certaine distance par rapport à nos déchirements historiques et politiques et à notre présent si souvent désastreux pour rebondir et aller de l'avant. Je veux dire, nous connaître tels que nous sommes et tels que nous pouvons devenir dans la tourmente permanente de notre modernité, devenue toujours plus chaotique, en puisant dans notre culture ancestrale et dans notre langue à la fois si vieille et si jeune, ce qu'il y a de meilleur en nous pour l'offrir aux autres. Je vous remercie. Un quart d'heure. Je vais essayer de faire aussi bien en termes de temps. D'abord, je voulais remercier Yanis. Nous avions parlé un petit peu de la teneur qu'il souhaitait donner à cet exposé. Et comme là, tu as véritablement fait entrer dans le cœur de l'œuvre de Camus avec toutes ces citations qui sont chères à notre cœur, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et puisque tu as terminé sur la modernité, est un thème tout à fait important. Moi, je vais prendre le contre-pied et je vais parler du rapport de Camus avec l'Antiquité et avec la philosophie antique. Alors, l'idée, c'est de choisir Aristote, ce qui est tout à fait paradoxal, ça ne va pas du tout de soi, parce qu'en général, quand on parle de Camus et de la philosophie grecque, ce qui revient en premier lieu, ce sont les présocratiques, tout particulièrement Héraclite que tu as cité, donc je vais pas revenir. Et c'est vrai que citer Aristote, c'est étrange parce que Camus ne parle pas d'Aristote. Mais j'ai fait ce choix parce qu'il me semble que et Aristote et Camus sont des auteurs pour temps de crise. Ce sont des auteurs qui pensent la mesure, tous les deux, ce que Aristote appelle la mésotès. On verra les traductions qu'on peut en donner en français, et ce que Camus appelle la pensée de midi que tu as présentée dans toute sa force, dans toute son ambiguïté. Donc en fait, l'idée c'est de voir comment tous les deux
ont ce point commun de revenir vers une idée de la mesure qui est une idée qui reprend véritablement les sources, le terreau tout à fait archaïque de la pensée grecque. Et en ce qui concerne Aristote, c'est extrêmement net. Aristote, pour penser cette notion philosophique de la mesure, il ne va pas du tout s'appuyer sur les textes de Platon, mais il va revenir encore en arrière. Il va revenir aux présocratiques, il va revenir aux philosophes qui l'ont précédé, mais surtout, il va revenir à cette source tragique que tu as mentionnée concernant Camus et qui est tout à fait importante et qui apparaît très nettement chez Aristote. Alors, si vous voulez, l'idée chez Aristote, c'est que la mesure, c'est un lieu commun. C'est quelque chose qui traîne littéralement partout dans la pensée grecque. Quand vous lisez les tragiques, quand vous lisez les médecins, quand vous lisez les historiens, l'idée qui revient tout le temps, c'est la mesure est la meilleure des choses, la juste mesure, reste mesuré, connais-toi toi-même, rien de trop, toutes ces sentences présocratiques. C'est donc en fait un poncif, une idée reçue, une banalité. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir comment Aristote, en tant que philosophe, partait d'une banalité pour en faire véritablement un concept philosophique. Et j'ai eu l'impression que chez Camus, il y avait un petit peu la même démarche. Camus, dans la pensée de Midi, va retrouver cette notion de mesure, sauf qu'à l'époque de Camus, à l'époque de l'homme révolté, tu l'as rappelé, c'est 1951, faire l'apologie de cette pensée de Midi, d'une mesure qui ne soit pas cet excès qui parfois était facile en 1951, bien c'est de la part de Camus quelque chose d'extrêmement courageux. Il va le payer très très cher. Vous savez peut-être que la publication de l'homme révolté a amené véritablement la scission extrêmement dramatique avec Sartre et avec toute la gauche française qui va reprocher à Camus d'être tombé dans une sorte de centrisme tiédasse. Et ce que nous appelons pensée de Midi, ou ce qu'un Aristote appelle pensée de la juste mesure, ça va devenir chez la plupart, à l'époque des intellectuels de gauche français, ça va devenir l'idée que Camus a abandonné son idéal de gauche. Or, en fait, ce qu'on voit apparaître en lisant L'homme révolté et le chapitre final de L'homme révolté, c'est-à-dire la pensée de Midi, on voit très bien que c'est une pensée novatrice, que c'est une pensée de la mesure qui est véritablement pure tension et que ça ressemble beaucoup plus à ce que Nietzsche pouvait dire des Grecs en rappelant que chez les Grecs, il y avait d'un côté, bien sûr, globalement l'instinct de mesure, qui serait caractérisé par Apollon, et de l'autre côté, l'instinct de démesure, caractérisé par Dionysos. Donc là, on a eu, à partir de Nietzsche, l'idée que la mesure grecque, c'était pas du tout cette chose très plan-plan, très naturelle à la Grèce, mais c'était l'opposition de deux forces contraires, et qu'il y a dans la pensée grecque, dans l'homme grec, il y a un équilibre, certes, mais qui est fondé sur cette opposition très très violente, et ça, Camus, en 1951, ne pouvait qu'y être sensible. Donc je crois que Aristote, en son temps, a été également très, très sensible à ce drame de la mesure, puisque lui aussi vivait une période de crise. C'était la fin de la démocratie grecque. Politiquement, il y avait des valeurs qui devenaient complètement dépassées. Et le fait qu'il remette en avant cette mesure apporte quelque chose qui est un petit peu comparable à ce que Camus peut faire en 1951. Un autre point commun qu'on peut trouver entre Camus et Aristote, c'est l'idée que Aristote, dans sa pensée, dans sa philosophie, je vais faire un petit peu de philo, excusez-moi, mais le monde d'Aristote, c'est un monde qui est un monde scindé. C'est un monde où il y a ce qu'il appelle le supralunaire, c'est-à-dire le monde parfait, le monde des astres, tout est là,
tout n'est que ordre et beauté, hein, pour parler du cosmos avec des traductions baudelairiennes. C'est parfait, tout marche très bien, c'est l'ordre de la nécessité. Sauf que dans l'univers aristotélicien, il y a une autre dimension, c'est la nôtre, c'est notre bas monde. Et notre bas monde, c'est pour Aristote le monde de la contingence, c'est le monde où rien ne va très bien, c'est un petit peu à la va comme je te pousse, et c'est ce que Aristote appelle kata deuteron plun, kata deuteron plun, je ne sais pas comment on dit avec le bon accent qui est le vôtre, mais bref, c'est le monde de la navigation seconde. C'est le monde dans lequel on est obligé d'avancer. Quand il n'y a pas assez de vent ou quand il y a trop de vent, il faut à ce moment-là ne pas se contenter des voiles et prendre le pis-aller, la navigation seconde, à savoir sortir les rames, comme on dit maintenant, mais c'est l'expression d'Aristote. Et ça, Camus ne pouvait y être que sensible, parce que lui aussi a su ce que c'était que de devoir sortir les rames. Et chez Aristote, cette manière de sortir les rames, c'est de retrouver justement cette mesure, cet intermédiaire. Et quand on essaye de traduire la juste mesure, la mésotès, hein, le mésone, chez Aristote, c'est toujours un problème. Vous savez que les traducteurs en français, on n'est jamais d'accord avec les traductions des autres, c'est jamais assez bon, mais puis ce qu'on fait nous-mêmes, c'est pas très bon non plus. Mais moi, il y a quelque chose qui m'avait toujours dérangé, c'est quand on traduisait la mesure d'Aristote, la mésotès, par juste milieu. Moi, ça m'énerve parce que le juste milieu, ça a précisément ce côté centrisme un petit peu tiède. Et puis ça ressemble tellement à ce que Stendhal détestait en parlant d'un juste milieu Louis-Philippard que ça pouvait pas être ça chez Aristote, et qu'en tout cas, c'est certainement pas ça chez Albert Camus. Donc on a l'idée d'une mesure qui va être la clé de voûte en fait de la pensée aussi bien d'Aristote que de Camus. Et quand je vous ai parlé d'un monde scindé chez Aristote, il va de soi que le monde de Camus est un monde scindé. En tout cas, au départ, comme Yanni vous l'a rappelé, on est dans le monde de l'absurde, symbolisé évidemment par la figure de Sisyphe, mais ce monde de l'absurde qui est un monde scindé, c'est-à-dire on est coupé de la civilisation. Excusez-moi, c'est un lapsus, de la signification du monde. Et Yanis vous a rappelé qu'il y a une succession, on part de l'absurde chez Camus, d'un monde scindé qu'il faut essayer de comprendre, mais pourtant, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et Camus embraye immédiatement sur la notion de révolte avec le mythe de Prométhée. Le monde étant absurde, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous révolter. Et si vous voulez, c'est la succession qu'il y a entre, par exemple, l'étranger, ou Sisyphe, et un texte comme La Peste, où, effectivement, l'homme se révolte, cherche un sens, il ne le trouve pas toujours, mais il se révolte, et il est dans l'action, il y a cette dimension prométhéenne. Donc, côté fiction, c'est effectivement La Peste. Côté essai, c'est l'homme révolté. Et dès la fin de l'homme révolté, Camus, à nouveau, embraye sur le troisième mythe, à savoir le mythe de Némésis. Alors, Némésis, c'est un mythe tout à fait passionnant, puisque Némésis, c'est cette divinité étrange qui, en fait, est souvent présentée comme une déesse de la vengeance, comme une Érénie. En réalité, elle devient, chez Camus, elle devient une déesse de la mesure et donc de l'amour. Et ce que Camus appelle son troisième cycle, la troisième partie de son œuvre, c'est cette partie où il met en avant l'amour, partie bien évidemment qui n'est pas achevée dans l'œuvre de Camus du fait de sa mort début 1960, mais qu'on voit apparaître dans des textes qu'on apprécie beaucoup maintenant, en particulier le Premier Homme, qui est le texte, le roman dans lequel Camus a essayé de parler de cet amour. Et dans le Premier Homme, il insiste également sur l'idée de mesure. Il dit dans le Premier Homme, il a cette phrase qui était une phrase de son père, donc du père d'Albert Camus, enfin du père du narrateur, mais c'est évidemment
de Camus dont il s'agit. Il observe une scène de violence tragique et il dit, avec les mots très simples qui étaient les mots de la famille de Camus, il dit « un homme, ça s'empêche. Un homme, ça fait pas ça ». Au nom de quelque chose qui, moi, m'a toujours rappelé la notion grecque antique de daidos, de respect humain. Ça se fait pas. On a une mesure, on va pas outrepasser cette mesure, on respecte l'humanité et on aime l'humanité, et du coup, on retrouve chez Némésis l'étymologie grecque de Nemo, hein, tout ce qui mesure, et en même temps cette dimension de l'amour qui termine assez curieusement en fait l'œuvre de Camus, qui avait commencé dans cette violence. Et comme je vous avais dit que je vous parlerai un tout petit peu, il me reste encore un petit peu de temps. Je vous parlerai un tout petit peu du dernier texte publié d'Albert Camus, à savoir cette correspondance. Je vais essayer de voir comment, dans l'idée de l'amour, il y a une relation avec l'idée de mesure. Alors c'est très étrange parce que quand il est à Tipaza, Camus dit qu'il comprend ici ce qu'on appelle, je cite, il est à Tipaza, donc en Algérie, et il dit « Je comprends ici ce qu'on appelle la gloire, le droit d'aimer sans mesure ». Et là, Camus, en fait, se souvient de Saint-Augustin, sur qui il avait fait son mémoire de maîtrise. Et Augustin disait effectivement que la seule mesure de l'amour, c'était d'aimer sans mesure. Donc, si vous voulez, cette célébration de la mesure chez Camus aboutit à l'idée que la seule chose qui soit en dehors de la mesure, tout en étant à soi-même sa propre mesure, c'est l'amour. Et alors l'amour, vous allez le trouver dans ce volume absolument démesuré, 1300 pages. C'est la correspondance donc d'Albert Camus et de Maria Casares. Et ça pose pas mal de questions. On en a beaucoup parlé en France. 2 mots pour vous dire comment on est arrivé à cette publication. J'ai le plaisir, l'honneur de connaître un peu, même de beaucoup apprécier Catherine Camus, la fille d'Albert Camus. Et Catherine Camus m'expliquait que ça avait été effectivement une vraie question, fallait-il ou non publier ces lettres, qui sont une correspondance amoureuse, donc par définition extrêmement intime, entre son père et l'actrice Maria Casares. Catherine Camus avait bien évidemment attendu le décès de sa mère, Francine Camus, et elle a longtemps réfléchi, et ce qu'elle a dit, c'est que, en fait, c'était une correspondance qui était trop belle pour qu'on la laisse dans le secret, que Camus et Maria Casares s'étaient aimés à un point tel et avaient su écrire d'une manière telle qu'on ne pouvait pas laisser ça sous le boisseau, il fallait le publier. Alors, je sais que beaucoup de personnes, et je le comprends parfaitement, parce que c'était aussi quand même un peu mon point de vue, beaucoup de personnes étaient choquées par l'idée de publier une telle correspondance. Et si certains d'entre vous l'ont lu, je sais qu'au fur et à mesure des lettres, certains étaient véritablement bloqués en se disant « mais comment est-ce que je pourrais réagir si on publiait la correspondance amoureuse de mes parents avec un amant ou une maîtresse, si bien écrite que puisse être cette correspondance ?» Donc ça, c'est vrai, c'est un premier point qui peut bloquer un peu. Et puis il y a un autre point, le second point, qui concerne la mesure. Alors, pour tout vous dire, j'ai lu ça très consciencieusement, puisque je dois travailler, faire une communication à Lourmarin sur la démesure et la violence dans la correspondance Camus-Casares. Donc, j'ai lu en entier. Et à un moment, je me suis ennuyée.
c'est arrivé vers la page 900, disons pendant 100, 200 pages. J'ai trouvé que c'était long, j'ai trouvé que c'était répétitif, je voyais plus trop l'intérêt. J'attendais des références par rapport à l'actualité, par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à ce que Maria Casares avait pu vivre au TNP, par exemple. Et j'étais un peu frustrée, je ne trouvais pas ça. Alors qu'au début, j'étais très, très, très enthousiaste. Et puis, ce moment de lassitude est passé. D'abord parce que je devais finir le texte. Et puis après, le plaisir de la lecture est réellement revenu. Et j'ai compris qu'en fait, et c'était tout bête, l'amour, ça fait avec la répétition. Je crois que quand on s'aime, on se répète, on se redit. Ils se répètent beaucoup. Ils utilisent les mêmes adverbes, qui sont des adverbes superbes. Je vous conseille les adverbes à la fin de chacun de leurs lettres, c'est magnifique. Mais au bout d'un certain temps, j'avais l'impression que c'était les mêmes. Et oui, c'était les mêmes. Mais ça va donner un tempo, une mesure à cette lecture qui fait que finalement, on dépasse cette lassitude que je vous avoue bien volontiers. Et puis, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'était de revoir le lien avec la Némésis et de voir qu'effectivement, il y avait dans ce lien très étrange entre Camus et Casares, qui sont deux artistes, et la manière dont mutuellement ils s'équilibraient l'un l'autre et à quel point ils ont été importants dans la vie artistique de l'autre, il y avait cette némésis, cette mesure et cet amour entre les deux. Alors effectivement, là, il n'y a plus aucun rapport avec Aristote. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Je travaillerai peut-être sur les adverbes. Il y a quelque chose d'aristotélicien dans le choix des adverbes, mais pour tout vous dire, j'ai pas encore fini le travail. Donc, je voulais simplement en parler avec vous et je vous remercie parce que Yanis vous a dit à quel point j'étais attachée à la Grèce depuis 1974. Voilà, j'avais 18 ans, j'ai 62 ans, donc je suis venue très, très, très régulièrement, avec grand plaisir, et je suis très honorée de... Tu étais lycéenne à l'époque? Oui, je passais le bac. Voilà, et bon, donc je suis très, très honorée d'être parmi vous aujourd'hui, et puis je pense que moi j'aurais quelques questions à poser à Yanis, voilà, et peut-être éventuellement aurez-vous des questions. Je vous remercie. Merci. Sur la mesure et la démesure, il y a pas mal de choses à dire. Parce que tu as très bien insisté sur le fait que, enfin, c'est pas du tout un centrisme tiédasse, comme tu as dit. C'est ce dont on a accusé Camus, enfin, toute la gauche française, en disant qu'il a pris ses distances par rapport aux uns aux autres. C'est vrai qu'il a pris ses distances parce que les deux camps étaient inhumains, finalement. Voilà, parce que d'un côté, il y avait le goulag et de l'autre côté, il y avait Hiroshima. Et vraiment, on savait que vraiment on entrait dans une époque de nihilisme. Il parle de deux, n'est-ce pas? Il parle de deux mondes, de deux nihilismes. Le nihilisme des principes formels, qui est celui du monde occidental. Alors, on invoque les principes qu'on n'applique pas, parce que les fins justifient les moyens. Alors, voilà. Et puis, il parle du nihilisme sans principe, qui est le nihilisme communiste, n'est-ce pas? Où vraiment, c'est le goulag, c'est l'arbitraire total. Alors, il s'oppose à tous les deux et il veut fonder une civilisation nouvelle, une renaissance. Est-ce que Madame Maria Matala est venue ici? Elle n'est pas présente parce qu'elle avait été invitée, parce qu'elle avait... Oui, elle a écrit quelque chose de tout à fait intéressant dans un ouvrage qui est sorti, je crois, en 2006 sur Camus, sur Camus et la Grèce. C'était les entretiens de Lourmarin. Albert Camus et la Grèce. Voilà. Lourmarin, vous savez, c'est la maison enfin le village. C'est le village, c'est la maison d'Albert Camus où j'ai eu la chance Camus avait acheté après le Nobel, c'est ça? Oui, après le Nobel en 57. Et ensuite, bon, c'est la maison de sa fille maintenant. Oui. Elle y habite, c'est une maison extra. Oui, enfin j'habite. Oui, tu habitais, oui. J'étais très fière d'y habiter, mais enfin ça a duré 3 jours, hein, c'est tout. Oui, mais à Lourmarin, il y a des rencontres tous les ans. Oui, il y a des rencontres qui sont vraiment des... Oui, ça s'appelle des rencontres méditerranéennes d'ailleurs. Le lien avec la Grèce, de ce point de vue, est évident. Et ce sont des rencontres extrêmement vivantes. Alors ce livre m'a été conseillé par Françoise,
Et bon, il m'a été envoyé par un ami parce que c'était vraiment un des rares exemplaires qui existait. Alors, je devais pouvoir en partie à toi. Et vous ne pourrez pas le trouver. Jean-Louis Meunier, n'est-ce pas? C'était très intéressant. Je me suis appliqué à le lire attentivement et je m'en suis servi beaucoup pour mon intervention, pour ma communication. Évidemment, moi, je devais réduire pour pouvoir être dans la limite. Non, ce n'est pas des conférences. Non, c'est pas, là c'est vraiment une discussion. Alors, si on peut revenir sur la mesure, moi je vais repartir de ce que tu as dit. Tu as dit la fin justifie les moyens. C'était tout le problème au moment de la guerre froide, enfin en 51. Et il y a une phrase dans L'Homme révolté qui est assez paradoxale. Il dit « La fin justifie les moyens, certes, mais qu'est-ce qui va justifier la fin ?» Et il répond « C'est les moyens ». C'est-à-dire que si noble, si humaniste, généreuse qu'est l'air votre fin, si elle emploie des moyens qui sont inhumains, qui dépassent la mesure humaine, eh bien, elle ne sera pas justifiée. Et ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup auprès du public de médecins devant lesquels j'ai l'honneur d'intervenir. Et si vous saviez à quel point ils ont adoré les cours sur Camus, et là, c'était très simple, je faisais que des citations de Camus, donc c'était très facile. Et j'avais devant moi des médecins qui travaillaient sur l'éthique. Vous savez peut-être qu'en France, actuellement, il y a de grands débats extrêmement violents sur les lois de bioéthique. Et les médecins sont confrontés à ce problème de la mesure, à la fois par rapport à leur propre savoir, comment est-ce qu'ils mesurent leur savoir et leur pouvoir, et puis sur toutes les questions qui peuvent se poser à eux, et en quoi une fin nécessairement bonne, à savoir essayer de sauver quelqu'un, est-ce que ça justifie tous les moyens? Et ça, cette notion de mesure, là, la parenté avec Aristote est tout à fait évidente, puisque Aristote montrait bien que dans la notion de juste mesure, il y avait ce qu'il appelait ta messa, les intermédiaires, ce qui permet de passer d'un extrême à l'autre. Je veux citer quelque chose qu'il disait en Grèce. Il faut que ce soit rouge ou vert. Il faut que ce soit vert, comme ça. Alors, il est parfaitement conscient que ce que tu dis, tu disais que ce n'est pas un centrisme piétage, la mesure est pure tension, je l'ai dit, et je vais insister encore parce que c'est lui qui insiste tout le temps. Sans doute, il est parfaitement conscient de ce que la mesure dans l'hellénisme a toujours été la reconnaissance de la contradiction et la décision de s'y maintenir, quoi qu'il arrive. Une formule de ce genre suppose en réalité un héroïsme, et que la tragédie balance entre l'épaule d'un nihilisme extrême et d'un espoir illimité, puisque le héros nie l'ordre qui le frappe, et l'ordre divin frappe parce qu'il est nié. Mais justement, il y a dans la pensée grecque l'idée constante que cet ordre existe, qu'il y a un ordre qui peut être douloureux, mais qu'il est pire encore de ne pas reconnaître qu'il existe. La seule purification revient à ne rien nier ni exclure, à accepter donc le mystère de l'existence, la limite de l'homme, et cet ordre enfin où l'on sait sans savoir. Tout est bien, dit alors Oedipe, qui, dit-il, sait désormais sans jamais plus voir, sa nuit est une lumière. Ouais. Et cette vision de la mesure comme pure tension, il y a un dialogue entre René Char et Albert Camus. L'exil d'Hélène que tu citais est un texte qui a été repris dans le recueil qui s'intitule L'été, mais au départ, c'était un texte de 1948 qui était dédié à René Char. Et René Char parle de cette tension crispée de la mesure que Camus reprend dans L'Homme révolté en disant que c'est ce qui vole, enfin ce qui est au-dessus des volcans, et que cette mesure est ce qu'on doit essayer d'atteindre. Et je pense qu'effectivement en Grèce, j'allais dire stupidement dans la Grèce antique, non, dans la Grèce tout court, celle d'avant et la vôtre de maintenant, il y a l'idée, qui est l'idée qu'on retrouve chez Pindare et qui est souvent citée, qui est « deviens ce que tu es en apprenant ».
Et je pense que par rapport à la mesure, c'est ça. Les Grecs sont mesurés parce qu'il y a cette tentation permanente de la démesure qui était exactement celle de Camus. Camus, nous dit Grenier, Camus était dans la violence, il a appris la mesure. Il y a une construction de cette mesure qui, du reste, en fait la beauté, et que Camus a véritablement retrouvé dans la Grèce, aussi bien dans son voyage de 55 que de son voyage de 58. Et à ce propos, moi j'ai une question, je peux ? Oui, bien sûr. Je voudrais reparler du voyage qu'avait fait Heidegger. Je m'appuie là-dessus, c'est pas moi qui ai trouvé la référence, c'est Daniel Leclerc, c'est ça ? Leclerc, oui. Daniel Leclerc qui avait écrit un texte sur Camus et la Grèce aussi, et qui insistait sur la différence qu'il y avait entre Heidegger et Camus. Et effectivement, il y a beaucoup de différences entre Heidegger et Camus, mais si on prend juste comme fil conducteur leur rapport à la Grèce, là, ça devient vraiment flagrant. Camus est allé vers la Grèce, il a visité, il a découvert. Yanis vous a parlé de sa manière d'apprécier, vraiment d'aimer les gens. Hein, ça, c'est très net dans les carnets ou dans ce qu'il dit de la Grèce, dans la correspondance qu'il a avec Casares. Mais Heidegger, lui, c'est tout à fait différent. Heidegger restait dans son bateau. Il pensait la Grèce, vous savez, la Grèce éternelle, celle qui n'a jamais existé d'ailleurs, mais une sorte de transcendance, la Grèce de Heidegger, quoi. Et il voyait cette Grèce et il n'aimait pas descendre à quai pour retrouver les Grecs. Donc ça, est-ce que par rapport à ce que tu disais de la modernité, j'aimerais t'entendre parler justement de cette modernité que Camus a pu apprécier à la différence d'Heidegger. D'abord de voir l'opposition. Enfin, la différence, c'est aux antipodes. Comme tu dis très bien, Heidegger n'a pas quitté son bateau. Il avait horreur du pays moderne. Ça ne l'intéressait pas. Il avait l'impression... Pardon ? C'est les textes qui l'intéressaient, c'est les textes qui... Oui, mais les textes, ils ont un terreau culturel dans lequel ils existent, et ça, Heidegger ne voulait pas le voir. C'est les textes qui l'intéressaient. Daniel Leclerc, qui a étudié cette question, il manifeste une fermeture à l'inconnu que constitue le pays traversé, un refus de contact, préférant rester dans sa cabine plutôt que de se rendre à terre. Il est gêné par la réalité du pays, méprisant envers la Grèce contemporaine. Camus, au contraire, se montre ému, comme on l'a dit, ou admiratif. Il a une sympathie spontanée pour les Grecs et pour les cultures populaires. Il essaie d'apprendre. Il n'a pas eu le temps. Et je pense que ça, c'est une question dans sa relation entre le paganisme et le christianisme. Je pense qu'il aurait été éclairé s'il avait vu les cultes populaires grecs, les rites de l'orthodoxie, parce que c'est très, très différent par rapport au catholicisme romain. Lui connaissait, ce christianisme qu'il connaissait, c'est le catholicisme romain, parce qu'il se dit plus païen que chrétien. Il dit, c'est très caractéristique, on lui a demandé s'il croyait en Dieu, il dit, je ne crois pas en Dieu. Mais alors il dit, je ne crois pas en Dieu, et, il souligne le « et », je ne suis pas athée, parce qu'il vénère le sacré. Alors, le sacré, il le trouve dans la Grèce. Dans la Grèce éternelle, dans la Grèce de l'Antiquité, mais dans la Grèce moderne. Mais ça, il n'a pas eu le temps, je pense. C'est caractéristique. Il n'aimait pas du tout l'art byzantin, par exemple. Alors qu'il aimait l'art roman en France. Alors, l'art roman a quand même une parenté avec l'art byzantin. Peut-être c'est la sévérité de l'art byzantin qui le rebutait. Peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Oui. Et justement, à ce propos, j'aimerais que tu précises un petit peu, tu as cité ces idées sur le paganisme, et à un moment, quand il dit qu'il faudrait gréciser le Christ et paganiser la croyance. Comment est-ce que tu interprètes ça? C'est énigmatique. Visiblement, il disait que il pensait à une renaissance de la civilisation et revenir à l'hellénisme. Mais enfin, c'est un peu chimérique, je pense, utopique. Mais enfin, et c'est pour ça que j'ai osé cette phrase. Je dis, l'homme moderne ne peut pas revenir à la Grèce, ne peut pas revenir en Grèce au sens plein du terme, retourner en Grèce. Pourquoi? Parce que la Grèce, c'est une manière d'être qui est contraire. Camus dit, si nous sommes les fils de la Grèce, nous en sommes les fils renégats, n'est-ce pas? Ça dit tout.
Camus n'était pas un homme progressiste, comme on dit. Il était contre le progrès, en quelque sorte. Il était contre ce que le monde était devenu. Le progrès matériel, technique, technologique. Il a été horrifié par la bombe de Hiroshima. C'est le premier qui a écrit un article dans Combat le lendemain du lancement de la bombe. Il a dit que le monde est entré dans une phase absolument inouïe et destructive. C'est le premier et le seul à l'époque, et il est resté longtemps le seul. Le philosophe Günther Anders, alors qu'est-ce qu'il dit pour le bombe thermonucléaire dans ses carnets? À la limite, la mort généralisée coïncide avec la condition humaine sous cet angle. Arrivé à l'infini, nous recommençons à zéro. Deuxième déplacement du problème, le fléau universel n'a plus Dieu pour auteur, mais les hommes. Les hommes viennent enfin d'égaler Dieu, mais dans sa cruauté. Nous devons donc recommencer la révolte des anciens âges, etc. Donc justement, sur ça, c'est la modernité de Camus. Et moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu es arrivé à Camus? Comment ton rapport à Camus? Comment est-ce que... Je peux te renvoyer la même question. Alors... Ça s'appelle un dialogue. Bon, là, j'ai pas eu ma réponse, mais moi, je veux bien, je veux bien le raconter très, très brièvement. Comme tout le monde en France, j'ai lu Camus au collège, au lycée. J'ai beaucoup apprécié Camus. Et quand j'ai commencé ensuite les études de philosophie, je n'ai jamais renié Camus, eu cette... attitude de certains intellectuels français qui, comme vous le savez peut-être, disent que Camus est un auteur pour classe de terminale. Je trouve que c'est scandaleux, c'est très méchant pour les élèves de terminale de parler d'eux comme ça, et c'est très méchant pour Camus parce que c'est un philosophe. C'est pas un défaut nécessairement d'être un philosophe, c'est un très grand écrivain, un très grand dramaturge, et c'est aussi un vrai philosophe. Donc, moi j'avais lu Camus, jamais renié. Et puis, il y a quelques années, notre fille avait un travail à faire sur Albert Camus au lycée. Donc mon mari et moi, on se dit « Ah, excellente occasion de relire Camus ». On relit Camus, et je retombe sur L'exil d'Hélène à la fin de l'été et sur L'homme révolté. Et là, je me dis « Mais c'est un scandale ». En fait, quand j'ai travaillé sur la notion de juste mesure chez Aristote, tout était déjà chez Camus. Le commentaire, la sensibilité camusienne vis-à-vis de la mesure grecque, je ne l'ai jamais cité. D'où l'idée que j'avais une dette à l'égard d'Albert Camus. Et en 2012, fin 2012, j'avais écrit un tout petit bouquin qui s'appelait « Une dette à l'égard de la Grèce, la juste mesure aristotélicienne ». 2012, je vous rappelle les dates, on parlait beaucoup de dette grecque. Vous vous en souvenez? On en parle toujours. Donc ma position était de dire que on avait aussi, nous, une grosse dette à l'égard de la Grèce. Entre autres, cette notion de mesure, cette notion d'évaluation. Vous vous souvenez, c'était la grande époque des agences de notation qui évaluaient. Donc alors là, j'y étais allé à fond. C'était un livre de mauvais caractère. Donc je rappelais quand même pas mal de textes d'Aristote. Il y avait un côté très universitaire, en même temps une grosse colère par rapport à toutes ces fourmis du Nord qui parlaient de l'esprit du Midi, des cigales de la pensée de Midi et tout. Et je me dis, c'est l'occasion ou jamais de reparler de Camus et de dire qu'à notre époque, on avait deux garde-fous qui nous ont rappelé à l'idée grecque de la mesure aristotélicienne. C'était d'une part Georges Canguilhem pour les médecins et d'autre part Albert Camus. Donc je fais un tout petit quelques pages sur Albert Camus. Il se trouve que Catherine Camus a reçu le livre, ça l'a touchée. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé de venir en 2013, au moment du centenaire d'Albert Camus, de venir faire une conférence à Lourmarin. Alors une conférence à Lourmarin, ça ne se refuse pas. Hein. Donc c'était l'année où justement à Lourmarin, ils avaient choisi comme thème la pensée de Midi. Donc bon voilà, moi j'arrive au milieu de ces camusiens que je ne connaissais pas. C'était pas mon domaine, hein. Moi je suis aristotélicienne, pas camusienne de formation. Et j'ai découvert là des gens extrêmement sympathiques, avec une pensée de la modernité. Et
j'ai commencé avec eux à travailler un petit peu là-dessus, puis ensuite voir le rapport, l'intérêt que Camus pouvait avoir pour l'éthique biomédicale, et toutes ces choses, mais qui tournent toujours plus ou moins autour de la mesure ou de la démesure. Voilà, c'est comme ça que je suis revenue avec grand bonheur à Albert Camus, grâce à Catherine Camus. Et là, j'acquitte perpétuellement ma dette à l'égard de Camus. Quant à ma dette à l'égard de la Grèce, je finirai jamais de la quitter parce que elle est complète. Je réponds à mon tour alors. Moi, j'avais lu. Oui, ça marche. Oui, je réponds à mon tour. J'avais lu Camus à 16, 17 ans, d'abord les romans, L'étranger, La peste, non pas La peste, La chute. La peste, je l'ai lu beaucoup plus tard. Ensuite, dans l'âge de 20 ans, lorsque je suis venu à Paris pour faire mes études de droit, j'ai lu L'homme révolté. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai lu le mythe de Sisyphe, évidemment, mais surtout L'homme révolté m'avait beaucoup frappé. Et puis j'ai oublié. Je ne sais pas, je n'ai pas relu. Maintenant, alors, j'ai relu l'année dernière à l'occasion de ce fameux colloque de Minorque. Alors, je me suis replongé dans Camus, j'ai acheté la Pléiade, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu beaucoup. Je ne me considère pas du tout comme spécialiste de Camus, n'est-ce pas? Maintenant, alors, j'étais stupéfait de voir la parenté de tout ce que j'ai écrit après, c'est-à-dire, j'avais oublié Camus, mais quelque chose en moi ne l'avait pas oublié du tout. Alors, il y avait vraiment des choses, enfin, cette critique virulente du monde moderne, qui est aussi la mienne un peu. C'est aussi, comment dire, ce thème d'une nostos impossible, de l'impossible retour. Alors c'est pour ça que cet exposé est inspiré par cette idée, c'est-à-dire il y a des atomes crochus, comment dire. J'ai senti que vraiment cet homme, cette œuvre m'avait donné beaucoup de choses que j'avais oubliées, que je retrouvais grâce à d'autres maîtres. Alors j'ai pensé à mon maître Céphèse qui dit, je dis le vers en grec, parce qu'on comprend le grec, είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Nos paroles sont les enfants de plusieurs personnes. Alors, Camus aussi est parmi de mes maîtres, et je l'ai compris en lisant. Et alors là, je me replonge dans son théâtre, dans tout. Alors, c'était une découverte. C'est comme si je le lisais pour la première fois, et je comprenais des choses que je ne comprenais pas lorsque j'avais 20 ans. Oui. C'est sûr. Donc c'est un petit peu le même cheminement, une reconnaissance, une reconnaissance tardive. Et là aussi, il y a le nostos, il y a le retour à Camus. Et donc, moi, j'ai fait la connaissance de Yanis l'année dernière à Minorque, où tu nous avais parlé du nostos, le thème des rencontres de Minorque l'année dernière. Il faut expliquer peut-être pourquoi c'était à Minorque. Oui. En fait, c'est la famille maternelle de Camus qui était originaire de Minorque. Et si tu veux parler de M. Moratinos... M. Moratinos est un homme tout à fait remarquable. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'Espagne sous le gouvernement de Zapatero, je crois. On m'entend? Oui. Alors, il est diplomate de profession, de son état, diplomate, mais il est devenu ministre pendant ce gouvernement-là. Mais c'est un homme très très cultivé, il a beaucoup de relations avec l'UNESCO, etc. Il a organisé, il est marié à une Française, lui il est espagnol, et ils ont une fille remarquable qui a tout organisé, Sandra Monac. Voilà. Alors c'était un colloque magnifique, il nous a accueillis avec une hospitalité extraordinaire, mais surtout avec une vivacité, comment dire, il avait un intérêt profond pour le thème. Et sur la modernité aussi du thème, puisque c'était la Méditerranée, avec tous les drames de la Méditerranée, les réfugiés, etc. Alors, moi on m'a découvert comme ça à Internet. C'est une des choses d'Internet qu'un ami de M. Moratinos m'a invité de parler sur le thème exil, patrie, exil, nostos. Alors j'ai parlé là-dessus, et puis bon, comme ça on a fait pour moi une compagnie, Miaparea. Miaparea. Oui. Ouais. Non, c'était effectivement l'idée que tu avais expliquée l'année dernière, c'était le retour à Ithaque. Et chez Camus, le retour à Ithaque, c'est fondamental. Ithaque, c'est le choix de revenir vers l'humanité.
Ulysse a le choix entre l'immortalité, il a le choix de Calypso ou de Pénélope, et il choisit le retour à Ithaque, même si le retour à Ithaque n'est jamais totalement possible. Et cette figure d'Ulysse est une figure qu'on trouve beaucoup chez Aristote, parce que Ulysse, c'est l'intelligence humaine, c'est cette intelligence de notre bas monde, hein, du monde sublunaire, qui doit user de ce que Aristote appelle la métisse. Ce que la sagesse grecque antérieure appelait la métisse, et que Aristote appelle la phronésis, qu'on traduit en français par la prudence. Alors là encore, c'est une traduction qui est pas totalement satisfaisante, parce que prudence, bon, ça a un côté là encore très plan-plan, c'est comme juste milieu, c'est extrêmement raisonnable, alors qu'en fait cette prudence, philosophiquement, est une forme d'intelligence qu'on va retrouver chez Camus, à savoir une sorte d'intelligence pratique qui essaye d'associer la réflexion et l'action, mais d'une façon extrêmement concrète et pondérée par l'idée de la juste mesure, sachant que chez Aristote, cette juste mesure est tout à fait complexe également. Hein. Aristote, c'est pas quelqu'un qui se lancerait dans l'empirisme en disant bon ben notre monde il est pas très rationnel, c'est pas on va pas imposer une logique à tout ça, donc on va sombrer dans une sorte d'empirisme. C'est pas ça du tout. Et chez Camus non plus. C'est pas parce que Camus refuse un rationalisme qui serait dogmatique et qui était représenté à l'époque par certains intellectuels qui se disaient de gauche, c'est pas ça, hein, c'est pas dire bon bah s'il n'y a pas de rationalisme, on tombe dans l'irrationnel, c'est pas ça. Oui. Il tombe dans cette compris la folie de la raison. Il parle d'ailleurs, c'est le début de l'homme révolté. Il dit qu'il y a des crimes de passion et qu'il y a des crimes de raison, et qu'on est à une époque où il y a ces crimes de raison, bon, les dérives de part et d'autre. Hein. La France était bien située dans un juste milieu géographique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Bon, il fallait trouver, sachant que c'est ajouté à ça les guerres de décolonisation et la position de Camus par rapport à l'Algérie, qui là est un sujet tout à fait passionnant, mais très 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 complexe, qui a été très douloureux et très. Il a essayé de trouver la paix des braves, de trouver ce milieu qui ne pouvait pas être une sorte de choses très très tempérées. Il a cherché, il a échoué. L'avenir a montré que la solution que proposait Camus n'était peut-être pas la plus mauvaise, mais bon, toujours est-il que c'est cette idée. Alors, il fallait les deux en même temps. Alors, évidemment, devant le public français, comme vous, ça fait toujours rire. Maintenant, chaque fois qu'en cours, on dit en même temps, il y a un côté macronien qui arrive, et Macron, le président Macron, cite très très souvent Camus. Il cite Ricoeur, bien sûr, mais il cite également beaucoup Camus, parce qu'il y a cette idée d'essayer de concilier des contraires. Sauf que Camus, il savait bien qu'il n'était pas fait pour la politique. Il s'est engagé politiquement avec ses articles dans le journalisme, notamment c'était un combattant, c'était un résistant, n'est-ce pas? Oui, ça a été un très grand résistant. Le combat était un journal clandestin pendant l'occupation. Ensuite, à la Libération, il a écrit des articles vraiment extraordinaires. Il y a tout un volume avec ces articles, mais il comprend qu'à la fin, bon, il n'est pas fait pour la politique. Il le dit lui-même, parce que je ne peux pas accepter le meurtre d'un homme. Alors un homme politique accepte le meurtre d'un homme, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, il a pu l'accepter pendant la résistance. Il le dit il y a un texte très beau qui s'appelle Lettre à un ami allemand. Il ne veut pas la mort d'homme. Mais il veut pas la mort d'homme, et c'est ce qu'on lui a reproché aussi. Et c'est le thème des justes, cette pièce qui est tout à fait admirable et qui est dans la droite ligne de l'homme révolté. Hein. Pour revenir au thème d'Ulysse, parce que bon, ce thème de l'impossible retour, Ulysse retourne. Il retourne et il va partir encore, selon le devin Tiresias. Nous on dit Tiresias. Donc c'est pas un hasard si Ulysse hante toute la littérature de la modernité, n'est-ce pas? Depuis Dante
oui, Terry, enfin, il ne retourne pas en fait. Il y a Tennyson, il y a Kavafis, avec l'Ithaque. Qu'est-ce que c'est l'Ithaque? On sait ce que c'est. Il y a Kazantzakis en Grèce. Donc, ce thème est très présent dans la littérature moderne et dans la littérature grecque. Et moi, si dans mes livres, je me permets de parler un peu de mes livres, c'est que ce thème est venu spontanément en moi. Alors, j'ai compris, en ayant fini mon livre, que je renouais avec cette tradition-là, odysséenne. C'est aussi Céphèse qui est notre... Enfin, et comme nous, on a une dette... Je voudrais bien faire un jour un parallèle entre Céphèse et Camus, parce qu'il y a beaucoup... Ce serait intéressant. Oui. Ouais. Céphéris et Camus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, je ne connais pas assez bien Céphéris, mais bon... Je voudrais le présenter en France, pas en Grèce, hein. On connaît, oui. Voilà. Non, mais on sent la parenté de Camus avec tous ces auteurs du Midi. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais une fois, il y avait une faute de frappe. Au lieu de mettre la pensée de Midi, qui est le titre camusien, pensée de Midi, avec les résonances chez Valéry, hein, le Midi le juste et tout, c'était devenu, il y avait une coquille, et c'était devenu la pensée du Midi. Alors, la pensée du Midi, hein, la pensée du Sud, français, oui. le Midi de la France. Mais en fait, le Midi camusien, c'est le Midi de la France aussi, bien sûr, mais c'est tout le bassin méditerranéen, d'où le très beau travail de Moratinos l'année dernière, de réunir des... il avait réuni des écrivains, des essayistes, vraiment de tous les pays, beaucoup d'artistes, des cinéastes, de tous les pays de la Méditerranée, et tout le monde s'est retrouvé autour de Camus dans une actualité. Et je pense que pour la Grèce aussi, l'actualité de la Grèce, quand on voit, nous, de l'extérieur, tout ce qu'on a pu entendre sur la Grèce, justement au moment de la crise, et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que les Grecs peuvent vivre ça? Est-ce que cette flagellation qui vient de l'extérieur, est-ce qu'il y a une auto-flagellation des Grecs? Ils font ça aussi. C'est dommage parce que ils peuvent pas compter sur grand monde pour être défendus. Bon, ils ont les plus grands, ils ont Camus, ils ont... Ça fait toujours partie de l'histoire grecque, aussi bien de l'histoire moderne, et pour combien de l'histoire ancienne. Enfin, la discorde, on est très bon aussi en France, en matière de discorde. Depuis les Gaulois, on est excellent. Si les Grecs ont pensé la mesure, c'est parce qu'ils étaient démesurés. Entre ces cités-États, ils se faisaient la guerre tout le temps. La guerre du Péloponnèse qui a fini par sonner le glas du monde classique, n'est-ce pas? Et je pense que ça, Camus, il y était extrêmement sensible, parce que Camus était tout sauf un homme calme. Hein. Il a eu des oppositions avec certains qui étaient extrêmement violentes, en particulier avec Merleau-Ponty. Il était un homme à la fois solitaire et solidaire. Voilà, oui, c'est la formule. Il aimait se retirer, mais il aimait aussi montrer sa solidarité envers tous, et son voyage en Grèce bien sûr. le montre, avec les gens de gauche, etc., dont il ne partage pas les idées, forcément, oui. Sur la gauche, il a cette phrase admirable, il dit « Je suis de gauche, je continue à être de gauche, malgré elle, malgré moi ». Ce qui est c'est une très belle phrase, qui peut rester une phrase d'actualité. En fait, je crois qu'il devait citer Tacite, il y a un truc de Tacite qui tourne autour de ça, et c'était tellement d'actualité pour lui qu'on a oublié la citation latine derrière. Un peu à Aristote, ce qui m'a frappé dans ton exposé, dans ta communication, c'est lorsque tu évoques le terreau d'une sagesse beaucoup plus ancienne et qui était orale. Qui était orale, oui. Parce que je me suis occupé beaucoup d'oralité, enfin, là, je pense que